Une femme qui sort de chez elle sans son père, son frère ou son mari est déjà suffisante pour être condamnée. Certaines familles vont même jusqu'à enfermer la tombe de leur fille dans une cage en fer après sa mort car la peur n'est jamais vraiment terminée. Cependant, cela n'est qu'une partie du Pakistan. Une terre où des règles sociales strictes coexistent avec des tribus étranges. N'hésitez pas à marquer votre voyage à travers ce pays mystérieux en commentant le lieu et l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo ci-dessous. Numéro 1. Un pays pas fait pour les femmes. Les femmes pakistanaises possèdent une beauté caractéristique, mêlant influences sud-asiatiques et moyen-orientales, avec des yeux profonds, mais la plupart de ces traits sont dissimulés derrière le hijab ou la burqa. Leur personnalité est encadrée par un système patriarcal, ancré depuis des siècles. Soumission, patience et priorité donnée à l'honneur familial, au détriment de la vie elle-même. C'est pourquoi la participation des femmes au marché du travail ne dépasse guère 20%, se classant parmi les plus faibles au monde. La racine de ce chiffre réside dans les normes implicites d'une société conservatrice où l'espace de vie des femmes est strictement limité derrière les portes de leur foyer. Pour une femme de sortir seule dans la rue, c'est un luxe presque inexistant dans les régions conservatrices. Le système de loi implicite, mahram, impose que toute femme quittant son domicile doive être accompagnée d'un homme de sa famille, père, frère ou de son mari. L'absence de cette ombre protectrice transforme immédiatement la femme en cible de dénigrement public. Ici, les femmes sont complètement privées d'accès aux soins médicaux d'urgence, à l'éducation et à l'emploi, si l'homme de la maison n'est pas disponible pour les accompagner. Le degré de cruauté du contrôle exercé sur les femmes se révèle à travers les chiffres liés aux pratiques de Karo-Kari, une tradition de meurtre d'honneur. Chaque année, le Pakistan enregistre environ 1000 cas de femmes assassinées. Ce qui est troublant, c'est que les meurtriers ne sont pas des voleurs, mais souvent le père, le frère ou le mari de la victime. Les raisons de ces sentences de mort sont d'une simplicité déroutante, un message envoyé à un inconnu, un refus d'un mariage arrangé ou le fait de sortir sans surveillance. Au lieu de porter l'affaire devant un tribunal, la famille se transforme en jury et en bourreau pour laver ce qu'ils appellent l'honneur familial. Ici, le meurtre peut parfois provenir non pas d'ennemis extérieurs, mais de proches au sein même du foyer. Un acte qui peut être considéré comme tout à fait normal dans ce pays devient inacceptable dans d'autres. L'insécurité accompagne les femmes jusqu'à leur dernier repos. Dans certaines zones de cimetières, il n'est pas rare de voir des tombes récemment creusées scellées par des grilles en acier et verrouillées avec de grands cadenas. La raison directe de cette construction étrange est la montée du phénomène de nécrophilie. Pour faire face aux individus pervers qui déterrent les corps des femmes récemment décédées. Les familles n'ont d'autre choix que de transformer la tombe en une cage en fer robuste. Les habitants doivent non seulement faire leur deuil, mais aussi veiller ou verrouiller eux-mêmes la tombe de leurs proches. De plus, l'interdiction de la communication entre hommes et femmes est poussée à un niveau incompréhensible par le système de séparation Purda. En montant dans les transports en commun, vous serez frappé par des grilles ou des cloisons rigides, séparant clairement les compartiments masculins et féminins. Même lors de mariages traditionnels, un mur ou une grande toile est érigé pour diviser la salle. Les invités masculins mangent d'un côté, les invitées féminines se regroupent de l'autre, sans aucune possibilité de contact visuel ou de conversation croisée. Ils construisent deux mondes parallèles et coupent complètement le lien physiologique le plus naturel de l'humanité. Les règles imposées aux femmes ne sont qu'une partie d'un système de normes plus vaste au Pakistan. Car ici, de nombreux aspects de la vie personnelle, de la vie privée aux activités culturelles, sont régis par des règles très différentes de celles du reste du monde. Numéro 2. Des lois étranges. Si vous prenez par erreur ou consultez rapidement l'appareil personnel d'une autre personne, vous risquez d'être emprisonné. Au Pakistan, cela constitue une infraction au code pénal. La loi sur la criminalité électronique PK de ce pays stipule clairement que le fait d'ouvrir et de consulter le contenu du téléphone d'autrui sans autorisation est considéré comme une violation de la loi pénale pouvant entraîner une peine de prison allant jusqu'à 6 mois si le propriétaire porte plainte. Cette réglementation établit une barrière solide pour la protection des données personnelles, rendant totalement obsolètes les habitudes d'emprunter un appareil ou de fouiller dans les messages dans la vie quotidienne.
Cette stricte surveillance de la vie privée numérique a également ouvert la voie à l'expansion de l'intervention de l'État dans le domaine des finances familiales à travers des politiques fiscales spécifiques à l'éducation. Le système fiscal, ici, cible directement les investissements pour l'avenir en appliquant un impôt de 5% sur les factures de frais de scolarité annuels dépassant $720 américains. Ce montant équivaut à plus de 3 mois de revenus moyens des habitants, transformant l'inscription des enfants dans des écoles privées coûteuses en une obligation de contribution budgétaire obligatoire. Le gouvernement souhaite augmenter ses revenus en s'attaquant aux familles aisées, tout en créant une pression financière qui oblige les ménages à réfléchir soigneusement à chaque dépense pour une éducation de qualité. Cette intervention profonde dans les finances et les choix personnels se reflète également à travers les barrières idéologiques strictes concernant les activités culturelles d'origine étrangère. Depuis 2017, la Haute Cour d'Islamabad a émis une interdiction de célébrer la Saint-Valentin dans tous les espaces publics et les médias afin de préserver les valeurs islamiques traditionnelles. Vous ne trouverez pas de ballons en forme de cœur ni de promotion florale éclatante, mais plutôt un silence total dans les journaux concernant les contenus romantiques. Les législateurs considèrent cette fête comme un produit culturel inapproprié, entraînant de lourdes pertes pour les commerces de cadeaux, tandis que les couples ne peuvent exprimer leur affection que de manière discrète. Ces réglementations strictes, allant de la vie privée aux impôts en passant par la culture, ont créé une société pakistanaise disciplinée et distincte du reste du monde. Cependant, le Pakistan n'est pas un bloc culturel homogène. Bien que des règles sociales conservatrices soient présentes dans de nombreux endroits, il existe des communautés qui vivent selon un ensemble de règles complètement différentes. C'est précisément dans ces régions montagneuses reculées ou ces vallées isolées que nous découvrirons les exceptions les plus intéressantes du Pakistan. Numéro 3. Les tribus étranges. Vous pourriez vivre jusqu'à 100 ans, voire dépasser les 120 ans, tout en ayant la force de travailler dans les champs si vous êtes né dans la vallée de Hunza. Située à 2000 mètres d'altitude, cette région est complètement isolée du monde moderne. Les dossiers médicaux de cette tribu sont totalement dépourvus des ennemis invisibles de la société actuelle. Pas de cancer, pas de diabète, pas d'infarctus. Le summum de cette mutation biologique se trouve chez les femmes, avec de nombreux cas de femmes qui, après 60 ans, continuent de tomber enceintes et d'accoucher. La base de cette force est nourrie par un régime alimentaire primitif, mâcher des abricots, boire de l'eau de fonte pure, provenant des sommets, et faire bouger leur corps en permanence sur des pentes abruptes chaque jour. Peut être que les habitants de cette région ont la capacité de photosynthèse, ce qui les rend inutiles aux maisons de retraite ou aux hôpitaux. En se déplaçant vers la vallée de Bumburay, la communauté Kalash donne un coup de poing dans le système dogmatique conservateur de tout le pays. Avec leur peau claire et leurs yeux brillants, ils se considèrent comme les descendants des troupes d'Alexandre le Grand. Dans un pays où les femmes doivent être surveillées lorsqu'elles sortent, les femmes Kalash jouissent d'une liberté personnelle absolue. Elles rejettent complètement le concept de mariage arrangé et ont le droit de maintenir des relations amoureuses avant le mariage. Lors des festivals de Joshi, elles dansent publiquement pour évaluer et choisir leur partenaire masculin. Cette liberté est légalisée par une clause au parfum commercial. Une épouse a le droit de quitter son mari pour un nouvel homme, tant que celui-ci paie le double de la dot initiale. Ici, le divorce n'est pas une honte, c'est un transfert financier. En se dirigeant vers le sud, le désert de Cholistan montre comment les gens survivent lorsqu'ils sont plongés dans un four sans même un magasin à proximité. Au lieu d'aller au supermarché avec de l'argent, les femmes ici créent tout à partir de rien. Avec quoi se lavent-elles? Elles arrachent les épines sèches du sable, les brûlent en cendres, puis les façonnent en un morceau de savon naturel appelé kara. Ici, les déchets sont aussi des ressources. Les morceaux de tissu déchirés ou les branches sèches ne sont pas jetés, ils sont tressés ensemble pour faire des cordes pour attacher le bétail. Même la chaleur brûlante est utilisée pour faire des confitures. Au lieu d'allumer le gaz, elle mélange des pétales de rose frais avec du sucre, puis les laisse au soleil pendant 14 jours, jusqu'à ce qu'ils deviennent une confiture épaisse. Le repas qui clôt une journée de travail épuisant est très frugal. Une fine galette de riz grillée sur un four en argile croquée, avec un peu de légumes et une cuillère de beurre. Dans cette région de sable blanc, tout déchet ou condition climatique extrême est contraint de créer une valeur de survie. Mais, peu importe qu'ils viennent des montagnes du nord ou des déserts arides du sud, il existe un point commun,
qui unit la plupart des Pakistanais, une hospitalité qui semble être devenue instinctive. Numéro 4. La culture de l'hospitalité et une gastronomie irrésistible. Préparez-vous à ce que votre portefeuille devienne inutile lorsque vous descendez dans les rues du Pakistan. Malgré une société toujours empreinte de nombreux risques sécuritaires, les habitants sont extrêmement chaleureux. Il n'est pas rare qu'un étranger se promenant avec un sac à dos soit arrêté par des locaux qui l'entraînent chez eux pour lui offrir des repas copieux entièrement gratuits. Cette hospitalité découle d'une culture islamique où les visiteurs sont considérés comme un cadeau envoyé par Dieu. Cependant, en parallèle de cet esprit d'accueil, la cuisine locale propose des plats qui mettront à l'épreuve votre courage. Dès le petit déjeuner, ce n'est pas du pain grillé ou des œufs au plat qui vous frappent à l'œil, mais un crâne de vache ou de chèvre fissuré flottant dans un bouillon gras et rouge. Les chefs locaux mijotent ces morceaux d'os pendant la nuit pour en extraire toute la moelle et le cartilage. La sensation en bouche est celle d'un liquide épais et riche. Commencer la journée en grignotant un crâne entier est véritablement un test psychologique de taille pour tout voyageur. Ensuite, il y a cette pâte jaune qui crépite dans la poêle. Il s'agit de cervelle de vache ou de mouton entière. Pour éliminer l'odeur forte, le vendeur jette une bonne quantité de piment vert, de gingembre émincé et d'épices piquantes dans la poêle. En mettant cette matière grise en bouche, la texture molle se dissout immédiatement sur la langue, libérant une saveur grasse qui descend directement dans la gorge. Vous ingérerez beaucoup de matière grise, mais malheureusement, ce type de matière grise ne vous rendra pas plus intelligent, mais fera plutôt crier votre estomac à cause de l'excès de graisse animale. Vous saurez être attiré par le bruit des couteaux frappant bruyamment sur la poêle en fer rougeoyante, provenant de dizaines de mètres. Le chef jette pêle-mêle des reins, des cœurs, des foies, et surtout, des testicules de vache ou de mouton dans la poêle, utilisant 2 grandes lames pour hacher le tout en morceaux. Ce plat s'appelle katakat. Ce plat mettra à l'épreuve toutes vos limites en matière d'odeur. L'ojri est un curry préparé à partir de l'estomac de mouton ou de chèvre. Pas question de nettoyage avec des produits chimiques industriels. L'estomac rugueux et bosselé n'est que grossièrement frotté avec de la farine, conservant une odeur nauséabonde caractéristique qui imprègne chaque morceau de viande. Les étrangers qui sentent la fumée s'élever de l'assiette d'ojri font immédiatement demi-tour. Et si vous avez le courage de goûter, vous devrez lutter avec des morceaux de viande aussi caoutchouteux que des élastiques noyés dans une sauce amère. Enfin, lorsque vous arrivez ici, vous verrez des tribus cuisiner en enterrant les aliments vivants. Ils vident complètement un énorme mouton, le remplissent de dizaines de kilos de riz épicé, puis le cousent avec du fil de fer. Le plus étrange est qu'ils jettent le mouton entier dans un trou profond et ardent sous terre, le recouvrent de terre et le laissent cuire pendant des heures. Lorsqu'ils le sortent, le mouton fume, sa peau est brûlée et il est imprégné d'une odeur de terre mélangée à celle du charbon. Pour maintenir la connexion entre les communautés dispersées dans ces vastes chaînes de montagnes, vallées et déserts, le Pakistan a besoin de plus que de repas copieux ou d'hospitalité. Ils ont besoin de routes. Numéro 5. La route de la mort et les camions millionnaires. Oseriez-vous poser le pied sur une route où chaque kilomètre parcouru coûte une vie humaine? Le long de la frontière qui relie le Pakistan à la Chine, l'autoroute Karakoram se dresse comme une merveille cruelle, s'étendant sur 1300 km au-dessus de falaises de calcaire escarpées. Le processus de construction, qui a duré 20 ans, a enregistré un chiffre effroyable, de plus de 1000 ouvriers décédés, créant une réalité douloureuse, où chaque kilomètre de route asphaltée a été payé par une vie humaine. Ignorer ce coût élevé en vies humaines vise à servir une stratégie géopolitique essentielle, établissant un corridor de transport terrestre vital, reliant l'économie chinoise directement à la mer d'Arabie. Cette route qui traverse les plus hauts sommets du monde permet aux 2 pays d'établir un point de contrôle militaire solide, tout en brisant les barrières traditionnelles du transport maritime, souvent jonchées de risques géopolitiques. La présence militaire massive, le long de cette route de la mort, a entraîné la création d'une installation record, au col de Khunjerab, à une altitude de 4693 mètres, dépassant même le mont Fuji, au Japon. Ce distributeur automatique, le plus haut du monde, a été conçu pour répondre aux besoins pratiques de milliers de gardes-frontières stationnés dans cette région reculée et sauvage où les communications sont complètement paralysées par le terrain montagneux et enneigé. Ce point de retrait automatique entièrement alimenté par l'énergie solaire
permet aux soldats de retirer leur salaire et d'envoyer de l'argent à leurs familles rapidement, s'éloignant des sommets enneigés pour se diriger vers les zones urbaines animées. Les visiteurs sont immédiatement frappés par les camions de transport aux couleurs vives où la peinture industrielle d'origine a totalement disparu. Les propriétaires de camions sont prêts à débourser entre 3 000 et 6 000 dollars américains juste pour sculpter la carrosserie, ornant minutieusement des motifs floraux, des yeux divins et des centaines de cloches métalliques, produisant une mélodie agréable en mouvement. Sur le plan financier, avec un revenu moyen d'environ 1 500 dollars américains par an, ces conducteurs acceptent de dépenser l'équivalent de 4 années de salaire pour embellir leurs moyens de subsistance. Cette habitude de consommation, apparemment extravagante, découle en réalité de fondements spirituels et économiques très pratiques dans la vie de ces chauffeurs. Sur le plan spirituel, les dessins d'yeux ronds jouent le rôle de talismans traditionnels, les aidant à chasser la malchance et les esprits malins sur des routes montagneuses sans barrière de sécurité. Sur le plan économique, c'est une stratégie de marketing compétitif astucieuse dans un secteur du transport très concurrentiel. Un camion décoré de manière flamboyante et propre est une déclaration implicite aux expéditeurs sur le soin, la réputation et la solidité financière du conducteur en matière d'entretien des machines. Cette demande de marketing et de protection spirituelle a créé des emplois stables pour plus de 50 000 artisans, rien qu'à Karachi, formant une immense chaîne de production artistique comparable à celle d'une multinationale technologique. Mais comme dans de nombreux autres pays en développement, cette croissance s'accompagne également d'un prix à payer. Numéro 6. La capitale la plus polluée du monde. Croyez-vous qu'il suffit de respirer l'air dans une capitale culturelle pour équivaloir à fumer un paquet de cigarettes par jour? La capitale culturelle Lahore figure régulièrement parmi les mégapoles les plus touchées par une pollution de l'air catastrophique sur la planète. L'atmosphère hivernale y est chargée d'un brouillard brun, épais produit par les émissions de diesel des usines et la combustion à grande échelle des résidus agricoles. Le niveau de toxicité est tel que respirer l'air extérieur pendant une journée est évalué par des experts médicaux comme équivalent à fumer en continu entre 15 et 20 cigarettes. Comparé à d'autres villes notoirement polluées comme Delhi ou Pékin, Lahore occupe souvent la première place en termes de concentration de particules fines PM2,5, ces minuscules particules capables de traverser directement les membranes pulmonaires pour entrer dans le sang humain. La pollution ne se limite pas au ciel. Elle est également présente sous les pieds des habitants, avec un système d'égouts domestiques débordant dans des caniveaux à ciel ouvert. L'odeur de décomposition s'élève juste à côté des étals de viande fraîche et de fruits dans les rues, créant un environnement de vie truffé de risques sanitaires. Les eaux souterraines, utilisées pour la consommation, sont gravement contaminées par l'arsenic et les nitrates, devenant la cause directe d'épidémies de diarrhée et de typhoïde dangereuses pour les enfants. Survivre dans un environnement aussi hostile exige des habitants une résistance extraordinaire ainsi que des mesures de protection de la santé coûteuses. Les familles aisées doivent souvent débourser des centaines de dollars pour installer des systèmes de filtration de l'air et acheter de l'eau en bouteille afin d'éviter les sources d'eau souterraines toxiques. En revanche, les travailleurs pauvres n'ont d'autre choix que de se soumettre à un destin marqué par un air pollué et une eau contaminée, ce qui alourdit de plus en plus le fardeau des maladies sur les générations futures. Les pertes économiques dues à la pollution dans cette région sont estimées à des milliards de dollars chaque année, un prix exorbitant que les habitants paient pour un développement urbain incontrôlé. Numéro 7. La relation de sang avec l'Inde. Vous ne le savez peu, le Pakistan et l'Inde ont autrefois partagé un même territoire. Mais, en 1947, un homme aveugle a redessiné une frontière pleine de controverses. L'Empire britannique a confié la tâche de redessiner la carte nationale à un avocat qui n'avait jamais mis les pieds ici. Il avait exactement 5 semaines et une pile de documents démographiques vieux de 16 ans pour décider du sort de dizaines de millions de personnes. Avec l'Inde pour les hindous et le Pakistan pour les musulmans. Cette division précipitée a créé une frontière irresponsable qui coupait des maisons en deux, séparant même un cimetière en deux moitiés de pays différents. La panique qui a suivi a contraint 15 millions de personnes à fuir leur foyer, laissant 2 millions de morts dans des émeutes sanglantes. Cette découpe mal pensée
a également conduit à la séparation de l'Est du Pakistan, situé à des milliers de kilomètres, qui est devenu le Bangladesh, indépendant, en 1971. La région du Cachemire est devenue la bombe à retardement suivante, avec la situation paradoxale, où la majorité de la population était musulmane, comme au Pakistan, tandis que le roi régnant était hindou comme en Inde. La décision d'annexer la région à l'Inde, en échange de la protection militaire de ce roi, a déclenché la première guerre, déchirant le Cachemire avec une frontière de 400 km. Les tensions ont atteint leur paroxysme en 2019, lorsque les deux parties ont engagé des chasseurs pour abattre leurs adversaires dans le ciel. L'horreur a culminé en 2022, lorsque l'Inde a accidentellement tiré un missile sur le territoire pakistanais, simplement à cause d'une erreur lors de l'entretien. L'incapacité à remporter la victoire par des moyens conventionnels a poussé le Pakistan à tenter le dernier pari, l'arme nucléaire. Les dirigeants avaient juré qu'ils étaient prêts à manger de l'herbe et des feuilles pour avoir les fonds nécessaires à la fabrication d'une bombe atomique pour dissuader leur adversaire. Cette machine nucléaire n'a réellement fonctionné qu'après qu'un docteur a secrètement rapporté des plans de centrifugeuses volées des Pays-Bas. L'utilisation de sociétés écrans pour acheter illégalement des équipements usagés a permis au Pakistan d'assembler avec succès un arsenal de destruction pour seulement 150 millions de dollars, un montant inférieur au budget de production d'un blockbuster de super-héros à Hollywood. Aujourd'hui, il possède environ 170 ogives nucléaires, accompagnées d'une loi glaçante, prête à déclencher une première frappe nucléaire pour intimider l'adversaire dès qu'un affrontement militaire se produit. La partition de 1947 n'a pas seulement créé un nouveau pays sur la carte. Elle a également laissé des blessures qui ne se sont jamais vraiment refermées. Fait intéressant, la frontière ne sépare pas seulement des territoires. Parfois, elle façonne aussi la psychologie d'une nation entière pendant de nombreuses générations par la suite. Et cela a progressivement formé une culture particulière, où les armes ne sont pas seulement des outils militaires, mais deviennent une partie intégrante de la vie quotidienne. Numéro 8. Le pays le plus belliqueux d'Asie du Sud. Ce pays est un endroit où les armes à feu coûtent moins cher que des légumes et où les agriculteurs portent des fusils de chasse pour garder le bétail, comme si c'était tout à fait normal. Dans d'autres pays agricoles, les gens sortent dans les champs avec des pelles et des houes. Mais au Pakistan, l'image d'un agriculteur portant un fusil d'assaut sur l'épaule pour garder des vaches ou récolter est une norme de vie. Les civils de ce pays détiennent environ 40 millions d'armes de toutes sortes, plaçant le Pakistan parmi les pays avec le taux de possession d'armes à feu le plus élevé au monde. Dans les zones rurales, des fermes s'étendant sur des centaines d'hectares sont entourées de clôtures strictes. Les propriétaires terriens ne comptent pas sur la police. Ils dépensent de l'argent pour maintenir une équipe de gardes armés qui les suivent de près. La vigilance pénètre jusque dans les chambres à coucher, où des pistolets et des mitrailleuses sont toujours placés sous les oreillers. La cause fondamentale de cette militarisation de la population provient des conflits de terre qui se sont prolongés sur plusieurs générations entre les clans. Ici, la puissance de feu personnel est considérée comme l'outil le plus pratique pour garantir la propriété. Une chaîne de production mécanique rudimentaire surpasse les grands groupes d'armement. La demande massive d'armes a favorisé la naissance de Dara Adam Khel, une ville qui sert de plus grand atelier de fabrication d'armes artisanales, fournissant des produits aux tribus frontalières. Pas besoin de chaînes de montage automatisées, valant des millions de dollars, comme dans les usines occidentales. Les forgerons locaux n'utilisent qu'un enclume, un marteau et une meule pour reproduire avec précision n'importe quel type d'arme moderne en seulement 10 jours. Ils fabriquent tous des fusils de sniper aux grenades, en passant par des armes camouflées sous forme de stylos, et gravent les numéros de série exactement comme sur les originaux. Le point qui illustre la prolifération des armes létales réside dans leur prix. Alors qu'un fusil d'assaut standard sur le marché américain coûte entre 800 et plus de 1000 dollars. Une réplique de qualité, tirant des balles réelles dans cette ville, est vendue publiquement pour un peu plus de 100 dollars. Ce prix est même inférieur à celui d'un smartphone bas de gamme, rendant l'acquisition d'armes létales aussi facile que d'acheter des articles de première nécessité. Numéro 9. La plus grande usine de fabrication de ballons au monde. Croyez-vous que 8 ballons sur 10 qui roulent sur le terrain de la Coupe du Monde, où des milliards de personnes regardent, sont fabriqués par des artisans dans une petite ville du Pakistan?
La ville de Sialkot se présente comme le plus grand centre de production de ballons de football à la main au monde, répondant à environ 70% à 80% de la demande mondiale. La fabrication de ces ballons emploie environ 60 000 travailleurs, représentant jusqu'à 8% de la population totale de la ville. Cette échelle de production massive affirme la position unique de Sialkot dans l'industrie du sport, faisant de cet endroit le point de départ des ballons qui roulent sur tous les terrains de la planète. Les ballons utilisés dans les tournois les plus prestigieux, y compris la Coupe du Monde, naissent des mains des ouvriers ici. La perfection de chaque ballon est le résultat de morceaux de cuir soigneusement assemblés par 690 points de couture, faits à la main d'une minutie et d'une précision extrême. La couture manuelle confère au ballon une durabilité exceptionnelle et une trajectoire de vol plus stable par rapport aux produits fabriqués par des machines industrielles. L'importation directe de matières premières, du Japon ou de Corée du Sud, garantit la plus haute qualité pour les compétitions exigeantes en Europe. La combinaison de matériaux de haute qualité et de techniques de couture artisanale crée des produits parfaits, capables de résister à une pression énorme lors des matchs les plus intenses. Cette industrie spécifique génère des centaines de millions de dollars de revenus chaque année pour Sialkot, contribuant de manière significative au développement économique de la région. Les artisans ici ne produisent pas seulement un équipement sportif, mais tissent également la fierté de la nation sur la carte industrielle mondiale. Chaque point de couture contient passion et persévérance, transformant Sialkot en un symbole de résilience et de qualité intemporelle. La présence des ballons Made in Sialkot lors des finales historiques affirme la valeur des mains humaines à l'ère de l'automatisation. Mais si l'on regarde plus largement, ce qui rend ce pays vraiment remarquable ne se trouve pas seulement dans les usines ou les ateliers. Le Pakistan est également connu pour ses paysages que la nature a mis des millions d'années à façonner. Numéro 10. Les records, au cœur de la nature. Osez-vous relever le défi des matchs de haut niveau, à une altitude où l'air est si rare qu'il peut vous couper le souffle? La fierté du sport pakistanais commence sur le terrain de polo le plus élevé du monde, situé au sommet du col de Chandur, à plus de 3700 mètres d'altitude. L'organisation de compétitions à cette latitude extrême affirme la détermination des habitants à conquérir la nature, attirant des milliers de visiteurs prêts à débourser des centaines de dollars pour vivre une atmosphère festive. Unique. Cet esprit guerrier se manifeste également dans le hockey sur gazon. Le sport national officiel, qui témoigne de la puissance absolue de l'équipe pakistanaise avec 4 victoires au championnat du monde. Ces réalisations sportives remarquables créent une connexion parfaite avec la grandeur des paysages environnants. La majesté de la nature pakistanaise est illustrée par la liste des 5 montagnes de plus de 8000 mètres de la planète, y compris le sommet du G2, le plus redoutable au monde. Ces immenses chaînes de montagnes abritent le glacier Biafo, long de 67 km, qui, associé au fleuve Ispar, forme le plus long système glaciaire permanent en dehors des régions polaires. La possession de ces merveilles glaciaires transforme la région montagneuse du Nord en un immense laboratoire naturel, préservant les secrets de la Terre depuis des millions d'années. La beauté glaciale des glaciers crée un contraste saisissant avec la sérénité des anciennes constructions humaines situées au sud. La beauté historique de ce pays se manifeste clairement au cimetière de Makli, situé en périphérie de Tata, s'étendant sur 10 km². C'est le lieu de repos d'environ 1 million de tombes, offrant une beauté antique et une tranquillité rare au monde. L'énormité de ce cimetière en fait une ville des morts, où chaque brique et chaque motif sculpté racontent des histoires de dynasties glorieuses du passé. Les records des terrains de polo dans les nuages des sommets enneigés éternels au cimetière de millions de personnes ont créé un Pakistan fascinant et mystérieux pour quiconque passionné d'exploration. Et si vous souhaitez vivre ces expériences uniques de vos propres yeux, il existe quelques destinations incontournables à ne pas manquer. Numéro 11. Les lieux célèbres à ne pas manquer. Le voyage d'exploration commence dans la vallée de Hunza, surnommée le Shangri-La du monde réel, avec ses sommets enneigés culminant à plus de 7000 mètres. Les visiteurs seront émerveillés par la beauté du vieux fort Balti et des vergers de pêchers éclatants qui s'étendent sur les pentes des collines. L'hospitalité des habitants et l'air pur font de Hunza une destination idéale pour ceux qui recherchent la tranquillité et la longévité. Déboursez environ $500 américains pour une visite guidée complète ici,
offre des expériences culturelles et naturelles inestimables, affirmant la place de Hunza sur la carte du tourisme international. La majesté de la nature en altitude cède la place à la beauté historique alors que nous nous dirigeons vers le sud. La capitale culturelle, Lahore, accueille les visiteurs avec son ensemble architectural, moghol, éblouissant, mettant en avant la mosquée, Badshahi et le fort de Lahore. Les murs en briques rouges éclatantes et les motifs sculptés délicats racontent l'histoire d'une époque dorée des dynasties islamiques. Flâner dans les anciens marchés animés et déguster la cuisine de rue typique permet aux visiteurs de ressentir le rythme vibrant de cette ville millénaire. L'empreinte des dynasties mogholes guide les voyageurs vers les racines de l'humanité dans un site ancien bien plus vieux. Le site archéologique de Mohenjo-Daro nous ramène 5000 ans en arrière pour admirer l'une des civilisations les plus avancées de l'histoire de la vallée de l'Indus. Le système d'urbanisme avec ses rangées de maisons en briques cuites et son réseau d'égouts sophistiqués témoignent de l'intelligence remarquable des hommes préhistoriques. La préservation de ces précieuses ruines fait de Mohenjo-Daro un immense laboratoire archéologique conservant les secrets de la formation de la société humaine. Des vestiges de briques anciennes, le voyage nous ramène vers des prairies verdoyantes au cœur des montagnes rocheuses. Fairy Meadows se présente comme un tableau de contes de fées niché au pied de la majestueuse montagne tueuse Nanga Parbat. Les prairies verdoyantes et les forêts de pins à perte de vue créent un espace de camping idéal pour les âmes aventurières. Entreprendre une randonnée à travers des sentiers escarpés exige persévérance et courage en échange d'une vue spectaculaire sur le 9e sommet le plus élevé du monde. La beauté sauvage des sommets enneigés se mêle à la poésie des rivières à la dernière étape de ce voyage. La vallée de Swat, surnommée la Suisse de l'Est, séduit les visiteurs avec ses rivières d'un vert éclatant et ses forêts luxuriantes. La combinaison de paysages naturels enchanteurs et de vestiges bouddhistes anciens confère à cette région un attrait particulier. Les visiteurs peuvent participer à des activités de ski en hiver ou faire du canoë sur le lac Marodand en été, avec des coûts de service à partir de quelques dizaines de dollars. La diversité des sommets élevés, des sites anciens et des vallées verdoyantes crée un Pakistan fascinant, prêt à conquérir le cœur de tout amateur de voyage. Numéro 12. Les festivals remarquables. Le voyage culturel commence avec le festival de Polo Chandur, un événement surnommé le Jeu des Rois, qui se déroule sur le terrain de polo le plus haut du monde, à une altitude de 3700 mètres. Les matchs de polo en style libre intense et passionné entre les équipes de Chitral et de Gilgit créent une atmosphère brûlante au milieu du froid des montagnes enneigées. Les visiteurs sont prêts à débourser des centaines de dollars pour camper au cœur de la nature sauvage. Profiter de la musique folklorique et assister à des cavaliers courageux manœuvrant leurs chevaux sur des terrains escarpés. L'effervescence des matchs dans les nuages cède la place à la beauté mystique d'une culture ancienne dissimulée dans des vallées profondes. Le festival Chilam Joshi des Kalash offre un espace éclatant de couleurs, avec des costumes brodés à la main et des danses en cercle traditionnels. C'est l'occasion pour la communauté Kalash de rendre grâce aux dieux et d'accueillir le printemps à travers des rituels de sacrifice et des chants anciens. La différence totale de langue, de religion et de coutumes des Kalash crée une oasis culturelle unique au cœur d'un pays musulman. Les danses en cercle entraînantes nous ramènent vers le ciel éclatant des villes animées du sud. Le festival des cerfs-volants Bazan transforme le ciel de Lahore en une immense toile, avec des millions de cerfs-volants, de toutes tailles et de toutes couleurs. Les habitants revêtent des costumes jaunes éclatants et se rassemblent sur les toits pour participer à des batailles aériennes palpitantes, visant à couper la ficelle des cerfs-volants adverses. Le son des tambours résonnants et les acclamations créent un festival printanier plein d'énergie et de vitalité. L'animation sur les toits élevés se mêle à la lumière scintillante des bougies dans un espace spirituel enchanteur. Le festival des Lumières, Melashiragan, qui se déroule au mausolée du saint soufi Madola Lucin, attire des milliers de fidèles et de visiteurs venus prier. Des bougies et des lampes à huile illuminent l'espace du mausolée, créant un spectacle scintillant et plein de dévotion dans la nuit. Les performances de musique soufie et les danses tournoyantes des derviches offrent une expérience spirituelle profonde, permettant aux gens de trouver la paix intérieure. La diversité allant de l'esprit martial aux danses anciennes, en passant par le ciel éclatant de couleurs, a créé un tableau culturel du Pakistan vivant et captivant. Peut être que le Pakistan est l'un des pays les plus mal compris au monde. De loin,
On ne voit souvent que des conflits, des controverses, ou des gros titres d'actualité. Mais en s'approchant, on commence à apercevoir des communautés diverses, des traditions anciennes et des histoires humaines beaucoup plus complexes. Et tout comme dans de nombreux autres endroits, à travers le monde, un pays ne peut jamais être défini uniquement par ce qui apparaît dans les nouvelles. Voici donc 12 faits intéressants sur le Pakistan. J'espère que ces 12 vérités vous ont offert un nouveau regard sur ce pays. Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines aventures.